Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers apprenantes et apprenants, bonjour dans cette nouvelle vidéo qui présente une continuité des vidéos concernant la formation machine learning. Donc on a vu dans la vidéo précédente une introduction concernant la machine learning, le lien avec l'intelligence artificielle, comment on fonctionne et des applications qu'on trouve dans notre vie quotidienne concernant le machine learning. Alors, on a dit que le machine learning est partout, mais êtes-vous sûr de bien maîtriser les concepts clés qu'il recouvre? Alors, on s'attaque dans cette vidéo à des termes que vous avez déjà sûrement lus, entendus, alors sans forcément savoir ce qui les distingue. Alors, on parle d'apprentissage supervisé, non supervisé et apprentissage par renforcement. Alors, quand on parle d'apprentissage supervisé, non supervisé ou bien par renforcement, alors on parle toujours de machine learning et donc d'intelligence artificielle. Donc, il s'agit des sous-catégories qui permettent de résoudre des problèmes. Mais alors, comment fonctionnent ces types d'apprentissage qui supervisent les algorithmes et comment les distinguer et à quel usage répond-il? Alors, nous avons déjà abordé le sujet de machine learning dans la vidéo précédente. Alors, on a dit que le machine learning est un champ d'études d'intelligence artificielle qui se fonde sur des algorithmes pour donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmées. Donc, pour résumer, on a dit que le machine learning est un modèle d'intelligence artificielle qui apprend seul grâce à l'analyse d'un jeu de données. Alors pour cela, on utilise des procédés mathématiques issus des statistiques, des probabilités. Alors l'objectif, c'est aider les humains à exploiter des volumes de données euh, et leur faire gagner du temps dans des activités à faible valeur ajoutée. Alors par exemple, examiner des images médicales, segmenter une base de clients, marketing, évaluer la probabilité qu'une machine tombe en panne et de nombreuses applications qu'on a cité dans la vidéo précédente. Alors, parmi les techniques qui permettent aux experts de concevoir des machines apprenantes, alors on distingue les trois types d'apprentissage, à savoir l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Alors, on commence par le premier type, l'apprentissage supervisé. Alors, qu'il s'agisse des types d'apprentissage, soit supervisé, non supervisé, ou bien par renforcement, alors tout part d'un jeu de données très important. Alors, quand on dit très important, alors cela signifie une masse de données très importante. C'est à partir de cette base de données que l'algorithme peut apprendre. Dans le cadre d'un apprentissage supervisé, alors la machine connaît déjà les réponses qu'on attend d'elle. Alors, elle travaille avec des données labellisées. Alors, c'est-à-dire des données qui ont été déjà étiquetées avec le bon label. Alors, par exemple, la classe, la valeur, etc. Alors, cet algorithme, ou bien cet apprentissage sur des données ayant déjà la réponse correcte, permet de prédire par la suite le label des données nouvelles non étiquetées. Alors, l'apprentissage supervisé est le paradigme d'apprentissage le plus populaire en machine learning et en deep learning. Et comme son nom l'indique, cela consiste à superviser l'apprentissage de la machine en lui montrant des exemples, des données de la tâche qu'il doit réaliser. Alors, les applications sont nombreuses, savoir la reconnaissance vocale, vision par ordinateur, régression, classification, et la grande majorité des problèmes de machine learning et deep learning utilisent l'apprentissage supervisé. Donc, il est donc essentiel de bien comprendre le fonctionnement de ce type. Alors, avec l'apprentissage supervisé, alors la machine peut apprendre à faire certaines tâches en étudiant des exemples de ces tâches. Alors, on prend l'exemple suivant d'une application destinée à reconnaître des spams d'une manière automatique. Alors, pour l'entraîner, on lui présente des emails étiquetés comme désirables ou spam, c'est-à-dire un email valable, un email spam. Et par des techniques issues des statistiques et des probabilités, l'algorithme comprend alors quelles sont les caractéristiques qui permettent de classer ces emails dans chacune des catégories. Ainsi, au fur et à mesure que lui présentera de nouveaux emails, alors elle pourra les identifier, par exemple en donnant un score à, de probabilité, par exemple cet email a 95% de chance d'être un spam. Un deuxième exemple, alors elle peut
apprendre à reconnaître une photo de chien après qu'on lui montre 10 millions de photos de chiens. Alors, d'une manière générale, la machine peut apprendre une relation F qui relie X à Y en ayant analysé des millions d'exemples d'associations X et Y. Alors, l'apprentissage supervisé est utilisé pour développer des modèles prédictifs, c'est-à-dire des modèles capables de prédire une certaine valeur Y en fonction des variables X. Alors, par exemple, prédire le nom d'une personne ou bien l'âge à partir d'une photo, ou bien prédire le prix d'un appartement en fonction de sa surface, quartier, le nombre de pièces, etc. Et pour ça, on va montrer à la machine des exemples d'appartements avec leur prix, beaucoup d'exemples, c'est ce qu'on appelle les données. Alors, on va ainsi montrer une grande quantité d'exemples d'appartements et à chaque fois, le programme va procéder à son auto-évaluation, puis va légèrement corriger le calcul qu'il utilise afin de minimiser ses erreurs. Alors, ce processus, c'est ce qu'on appelle la phase d'entraînement. Alors, selon le nombre d'exemples dont on dispose et la complexité de la fonction à apprendre, alors cette phase peut prendre du temps. Alors, l'apprentissage supervisé fonctionne en 4 étapes. La première, c'est importer un dataset qui contient nos données. Après, on développe un modèle aux paramètres aléatoires. C'est la modélisation, c'est créer un modèle. Troisième étape, c'est développer une fonction coût qui mesure les erreurs entre le modèle et le dataset. Et par la suite, on développe un algorithme d'apprentissage pour trouver les paramètres du modèle qui minimisent la fonction coût calculée en troisième étape. Donc on va essayer de voir chaque étape. Alors la première des choses, on parle d'importation de dataset ou bien des données. Alors importer un dataset, un jeu de données qui contient les données que la machine doit étudier. Alors c'est la première étape d'un algorithme de apprentissage supervisé et de donner à la machine une grande quantité de données. Alors ce dataset, alors il inclut généralement deux types de variables. Alors ce qu'on appelle les targets, ou bien le variable objectif, c'est la sortie qu'on attend, et ce qu'on appelle les caractéristiques ou bien les features, ce sont disons les données d'entrée. Alors avec un tel dataset, alors il devient possible de prédire nouvelles valeurs target à partir de valeurs de caractéristiques en développant un modèle. Deuxième étape, après avoir importé le dataset, c'est la modélisation. C'est développer un modèle aux paramètres aléatoires. Alors, le modèle est en quelque sorte le cœur de notre programme. C'est lui qui va effectuer la tâche que nous cherchons à accomplir. Par exemple, reconnaître un animal sur une photo ou prédire le prix d'un appartement. Alors, dans la deuxième étape, on modélise, on crée un modèle. Alors, on commence par entrer dans la machine la fonction à calculer pour faire la tâche demandée. Mais pour prédire le prix d'un appartement, en fonction de toutes ces caractéristiques, quelle est l'équation mathématique à entrer dans la machine? Donc, il faut chercher une équation à entrer dans la machine. Alors, la solution, c'est qu'on va laisser la machine à trouver le modèle qui correspond le mieux à notre dataset. Alors, à vrai dire, ce n'est pas à la machine de tout faire, mais ce qu'on va essayer de faire, alors, c'est à nous de choisir le type de modèle, c'est la fonction mathématique, et c'est à la machine de trouver les coefficients de cette fonction qui donne les meilleurs résultats. Donc, on va donner à la machine, voilà la fonction, et à la machine de trouver les coefficients, ou bien ce qu'on appelle les paramètres de modèle. Par exemple, on peut choisir de développer un modèle linéaire f de x égale ax plus b, et on laisse la machine trouver la valeur de a et b qui donnent les meilleurs résultats. Ou bien, on peut choisir un modèle non linéaire, par exemple f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a et b et c sont les paramètres à trouver. Alors, les modèles sont infinis. Alors, nous verrons plus tard dans cette formation comment choisir un modèle plutôt qu'un autre. Donc maintenant, la question, c'est comment faire que la machine trouve le meilleur modèle. Autrement dit, c'est comment faire pour que la machine apprenne. Donc, la troisième étape, c'est développer une fonction coût
Alors, qui mesure les erreurs entre le modèle et le dataset. Pour que la machine trouve le meilleur modèle, alors il faut déjà qu'elle puisse mesurer les performances d'un modèle donné. Et pour savoir quel modèle est le meilleur parmi deux ou plusieurs, il faut les évaluer. Et pour cela, il faut mesurer l'erreur entre le modèle et le dataset. C'est ce qu'on appelle la fonction coût. Alors, on a importé le dataset, on a créé le modèle, mesuré la performance en développement une fonction coût. La quatrième étape est la phase d'apprentissage, dans laquelle on développe un algorithme d'apprentissage pour trouver les paramètres de modèle qui minimisent la fonction coût. Avoir un bon modèle, c'est avoir un modèle qui a des erreurs minimes. Alors, dans le jargon, on appelle cette étape la phase d'entraînement ou bien la phase d'apprentissage. La machine choisit les paramètres pour le modèle, puis évalue sa performance, c'est-à-dire la fonction coût. Puis cherche des paramètres qui peuvent améliorer sa performance actuelle, etc. Alors, une fois la phase d'entraînement est terminée, alors on a ce qu'on appelle un modèle. L'apprentissage supervisé est le type de machine learning le plus répandu, alors parce qu'il existe un nombre immense de ces applications. Alors, on compte en général deux familles, ou bien deux catégories, à ce qu'on appelle régression et classification. Alors, la régression, ça concerne les problèmes de régression correspondent aux situations dans lesquelles la machine doit prédire la valeur d'une variable quantitative. C'est une variable continue. Alors, par exemple, le prix d'un appartement, l'évolution du climat, la consommation électrique, des réduits d'un patient, etc. Ou bien, des problèmes de classification qui correspondent aux situations dans lesquelles la machine doit prédire la valeur d'une variable qualitative. C'est une variable discrète. Alors, autrement dit, la machine doit classer ce qu'on lui donne dans des classes. Savoir classer c'est un email et spam ou non, c'est une cellule et cancérieuse ou non, c'est la photo d'un chien, un chat ou autre chose, etc. Alors, deuxième type, ou bien deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Alors, la différence lorsqu'on parle d'apprentissage non supervisé, c'est que les réponses que l'on cherche à prédire ne sont pas disponibles dans les jeux de données. Alors, et si l'algorithme utilise un jeu de données non étiqueté, alors on demande à la machine de créer ses propres réponses. Alors, elle propose ainsi des réponses à partir d'analyses et de groupements de données. Et bien, vu qu'on ne supervise pas l'algorithme, c'est-à-dire on ne montre pas à la machine des exemples de ce qu'il est censé nous donner comme résultat, alors le programme qui auparavant précédait à son auto-évaluation ne sait plus quoi faire car il ne peut pas comparer ses résultats avec des exemples. Alors cette fois, au lieu de dire voici une photo de chat ou bien une photo de chien, etc., on lui dit voici plein de photos. Alors débrouille-toi. Alors les données d'entrée ne sont pas annotées, ne sont pas labellisées. Alors comment cela fonctionne? Alors eh bien l'algorithme d'entraînement s'applique dans ce cas à trouver seules les similarités et distinctions au sein de ces données et à regrouper ensemble celles qui partagent des caractéristiques communes. Alors dans l'exemple, les photos similaires seraient ainsi regroupées automatiquement au sein d'une même catégorie. Alors pour y avoir plus clair, voici des exemples de tâches réalisables grâce à cette méthode d'apprentissage non supervisé. Alors on parle de clustering. Alors ici on demande à la machine de grouper des objets dans des ensembles de données les plus homogènes possibles. Alors, cette technique peut sembler proche de celle de la classification dans l'apprentissage supervisé, mais à la différence de cette dernière, les classes ne sont pas pré-remplies par un humain. Alors, c'est à la machine qui invente ses propres classes à un niveau de finesse pas toujours évident pour un être humain. Alors, une technique qui est très utile dans le marketing pour, par exemple, faire la segmentation client. Alors, et le K-means clustering est utile pour faire des études de marché, de business, de merchandising, etc. Deuxième application de l'apprentissage non supervisé, c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Alors ici, l'objectif est toujours de personnaliser une expérience client. Alors c'est une technique qui est utilisée par de très nombreuses plateformes telles que Netflix, Spotify, etc.
Alors, le principe de l'algorithme, c'est d'étudier ce que vous avez regardé, aimé, mangé, mais aussi ce que des autres profils similaires aux vôtres ont apprécié pour vous faire des recommandations automatiques. Alors, le modèle s'appuie sur des facteurs implicites et explicites, et ce genre d'outil est très utilisé dans le e-commerce pour proposer des produits qui pourraient intéresser le client. Alors, par exemple, Amazon est devenu un spécialiste. Il existe effectivement un troisième type ou bien une troisième catégorie d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors ici, la machine peut se montrer encore plus créative. Alors car elle peut élaborer ses propres stratégies et s'adapter dans le temps et dans son environnement pour réaliser des tâches données. Alors élabore ses réponses complexes. L'algorithme devient un agent autonome dont l'objectif est de réaliser une action au sein d'un environnement. Alors s'il parvient selon les critères établis par le développeur, elle est récompensée. Alors c'est la base de ce type d'apprentissage. À lui d'élaborer la suite d'actions qui lui permet d'atteindre son objectif. Donc un exemple, alors pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'un drone autonome qui doit livrer un colis d'un entrepôt de livraison vers une maison. Alors dans ce cas, l'acteur est le drone. Alors elle peut réaliser des différentes actions, à savoir avancer, reculer, descendre, monter, accélérer, freiner, etc. Chacune de ces actions modifie son état et l'état de l'environnement. Alors son but c'est se rendre à l'adresse indiquée et revenir. Alors elle se lance, alors fait des premiers choix, joue sur différentes variables, et elle évalue ses performances et comprend petit à petit ce qui fonctionne le mieux. Alors au bout de nombreuses tentatives, elle finit par remplir sa mission de manière efficace. Alors le principe de fonctionnement est le suivant. Alors on va plonger un agent dans un environnement d'une manière générale. Un agent, c'est notre intelligence artificielle qu'on met dans un environnement à plusieurs caractéristiques. L'objectif, c'est que notre intelligence artificielle évolue dans cet environnement. Alors, on va essayer de formaliser un peu. Alors, l'environnement va essayer de fournir des observations à notre agent. L'agent va faire des actions en fonction de ces actions. L'environnement va pouvoir mettre des récompenses, genre, est-ce que c'est bien ce que tu as fait ou non. Alors après, l'environnement va réagir à ça et fournir de nouvelles observations du nouveau environnement après l'action. Alors donc c'est cyclique, observation, action, récompense, observation, action, récompense. Alors pour tirer un exemple de la société, alors on peut le comparer avec le dressage d'un animal de compagnie. Un chien par exemple. Alors le processus présente un effet en effet de similitude. Alors l'animal de compagnie ne comprend pas le langage humain. Alors il est donc impossible de lui apprendre du tour en lui expliquant verbalement ce qu'il doit faire. Alors à la place, il est possible de provoquer une réaction de l'animal en créant une situation. Alors si la réaction de l'animal est bonne, alors on peut le récompenser. Par exemple, un chien qui est dans la patte ou fait le beau, alors peut recevoir un biscuit en récompense. Alors grâce aux récompenses, l'animal de compagnie sera progressivement conditionné. Dès lors qu'il se retrouvera confronté à la même situation, alors il pourra exécuter la même action lui permettant de recevoir un biscuit. Par exemple, un chien apprendra à se lever sur ses pattes arrière dès qu'on lui dit « fais le beau », même s'il ne comprend pas réellement le sens de ces mots. Alors de la même manière, on lui apprendra à ne pas faire de bêtises en le punissant. Alors c'est également cette méthode qui sera exploitée pour construire les algorithmes des voitures autonomes par exemple. C'est aussi comme cela qu'on peut entraîner des machines capables de jouer à des jeux de stratégie. Donc, alors pour résumer, alors tout dépend de la base de données sur laquelle vous voulez faire travailler l'intelligence artificielle et du problème auquel vous cherchez des réponses. Alors si la base est étiquetée, alors on va opter pour un algorithme d'apprentissage supervisé. Si la base est non étiquetée ou bien non labellisée, alors on va choisir un algorithme d'apprentissage non supervisé. L'apprentissage par renforcement alors vous permettra de développer des machines autonomes. Alors c'est la fin
de cette vidéo. Alors, dans la vidéo suivante, on va essayer de voir l'une des méthodes les plus simples en machine learning. On va commencer par la régression linéaire et on va voir des concepts théoriques afin de comprendre le principe de cet algorithme avant de se lancer à l'implémentation pratique en utilisant une bibliothèque Python scikit-learn. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.